Métropolis 2024. Voilà en quelques mots la trame de cette manœuvre militaire qui a pris ses quartiers ce 16 février 2024 au quartier Togbé. Elle a mobilisé un groupement des forces de l'armée et de la police républicaine dont l'effectif est estimé à 831 participants, notamment les forces spécialisées. Au total, 3 objectifs ont été fixés. Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. De bonnes choses ont été faites, de moins bonnes ont été faites. Nous sommes conscients de ce que nous devons continuer à nous améliorer afin de continuer à assurer la sécurité de nos populations. Le terrorisme ne se déroule pas qu'en race campagne. Il vient parfois en agglomération. Et il est important pour nous d'être prêts et de faire face efficacement le jour où nous aurons ce genre de situation. Face à la montée du terrorisme au Sahel et de son dessein de s'étendre vers les pays côtiers comme le Bénin, le ministère de la Défense nationale et l'état-major général des armées du Bénin concentrent les réflexions sur la prévention, la prudence et l'anticipation. Cette manœuvre militaire s'inscrit dans cette vision. Elle met l'accent sur la culture de la cohésion entre les forces. J'étais avec le chef quand on a vu le WhatsApp qui disait qu'il était en résidence surveillée et je l'ai regardé. On a ri. Au niveau de l'armée, il n'y a rien qui se passe. L'armée est républicaine et l'armée est loyale à son chef, qui est le président de la République. Toutes les supputations qui ont eu cours sur les réseaux sociaux, c'est des fake news. Mais ceux qui signent de telles fake news, un jour, vont se voir rattrapés par la loi sur le numérique. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. C'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. Un seul mot, anticiper. Quand on est force de défense et de sécurité et que vous n'anticipez pas ce que moi j'ai vu aujourd'hui, oui, ça me rassure, ils sont à la hauteur de tout ce qu'on met. Métropolis 2024 a connu une particularité. En effet, les médecins militaires ont saisi cette opportunité pour offrir aux populations de la localité des séances de consultation et de dépistage gratuits en médecine générale, ophtalmologie, dermatologie, ORL et autres. Une initiative qui crée un lien fort et solidifie davantage les relations armée-nation. Je suis très contente. Ils m'ont reçu, ils m'ont donné les médicaments gratuitement. Je suis très émue. Dans cet hôpital militaire de campagne, plusieurs spécialités sont installées. Dans le cadre de l'exercice, nous avons déployé de la médecine générale, ce qui est de la base. Nous avons déployé aussi également un médecin ophtalmo et un médecin ORL pour tout ce qui est oreilles et ainsi de suite. Et nous avons aussi déployé un médecin dermato. Le premier jour, l'affluence est montée crescendo. De ce deuxième jour, l'affluence était au maximum. Nous sommes environ à 250 patients que nous avons reçus. Donc si on va faire le dispatching, près de 80 ont été reçus par l'ophtalmo sur les 2 jours, 30 par l'ORL et aussi environ une trentaine par le dermato. Le reste sont passés en médecine générale. Nous avions mis en place une pharmacie de base pour permettre aux patients de recevoir des traitements pas trop compliqués, tout au moins pour leur permettre d'entamer un traitement afin de voir éventuellement s'il faut voir d'autres spécialités. Les bénéficiaires ne se sont pas fait prier. Ils sont sortis par centaines pour se faire examiner. La question de la sécurité a été réexaminée sous des angles, je crois, assez intéressants, en ceci que nous sommes partis de la sécurité perçue comme sécurité des États à un concept de sécurité plus global, c'est-à-dire la sécurité, par exemple, qui inclut non seulement la sécurité des États, mais aussi la sécurité des personnes. C'est important que les parlements, en suivant ce type de discussion dans le monde, disons, élargissent
leur perception de ces questions-là qui, ma foi, ne sont pas toujours des questions qu'on aborde au quotidien à l'intérieur de chacun de nos pays. Vous voyez déjà, au Bénin, il y a déjà le Parlement des jeunes qui a été déjà créé, qui se saisit de ces solutions pour apprendre à se forger une armature solide pour la chose politique et le développement de notre pays. Recrutons pas que, déjà il y a le caucus des femmes. C'est un critère dans lequel les femmes parlementaires se retrouvent, n'est-ce pas, pour discuter des questions brûlantes et des questions importantes de la nation. C'est le lieu pour elles de participer de façon beaucoup plus ardue, représentant ainsi la classe féminine, la chambre féminine, qui est l'une des classes les plus grandes et plus marginalisées dans le pays. Depuis bientôt 2 ans, sur demande du Bénin, le Maroc, à travers l'Institut national de recherche halieutique, a pris l'engagement d'accompagner notre pays dans la définition d'une nouvelle approche de développement durable de la pêche et de l'aquaculture. Dans une démarche de coopération sud-sud, nos 2 pays s'engagent la main dans la main et de manière résolue vers un dispositif de transfert de compétences mutuelles. Le Bénin prend aujourd'hui l'option de recourir à l'expertise marocaine dans l'industrie des pêches et de l'aquaculture, et ce n'est qu'un début pour tout le secteur de l'agriculture. La cérémonie permettra de retracer les grandes lignes du parcours que nous avons à faire ensemble avec nos amis marocains, mais elle permettra également aux professionnels de nos 2 pays de voir les opportunités de collaboration aussi bien dans le secteur de pêche, de l'aquaculture, que du développement des chaînes de valeur ajoutée dans le sous-secteur. Notre rencontre, qui se veut un moment d'échange et d'interaction entre les opérateurs et les professionnels des 2 pays, s'inscrit dans le cadre d'une ambition commune pour renforcer nos liens et favoriser les partenariats institutionnels et privés pour exploiter pleinement le potentiel de l'économie bleue en capitalisant les avancées, les expériences respectives de nos 2 pays dans les différentes composantes du secteur halieutique, avec évidemment la pêche, mais également l'aquaculture. À la corruption, à dire non à l'exploitation, à dire non à toute injustice. C'est la période de la conversion. 19 février 1990, 19 février 2024, cela fait exactement 34 ans, jour pour jour, que démarrait à l'hôtel PLM Alidio à Cotonou l'historique conférence nationale des forces vives de la nation. Un événement majeur dans l'histoire politique du Bénin qui avait réuni en un seul lieu toutes les sensibilités du pays pour réfléchir à remettre le Bénin sur la voie démocratique après plusieurs années de révolution ayant abouti à un chaos général. Nous avons confiance en notre peuple, en ses immenses capacités de créativité, de sacrifice et d'évolution pour surmonter victorieusement toutes les difficultés conjoncturelles actuelles. De toute évidence, à l'aube du XXIe siècle, l'histoire nous assigne la noble et exaltante mission de frayer la voie sanitaire du renouveau et du progrès aux générations montantes. Dirigé de main de maître et dans un esprit de haute sagesse par l'éminent feu Monseigneur Isidore de Souza, ces assises, une première en Afrique, a abouti en quelques jours à une réconciliation nationale où toutes les fautes commises ont été pardonnées. Je voudrais souhaiter que nous travaillions dans la discipline et dans l'exactitude, puisque nous sommes en train de travailler à ce qui sera demain la fondation, la base de ce pays, de ce Bénin nouveau. Alors commençons par respecter notre règlement intérieur qui dit que tout le monde a droit à la parole. Mais au moins écoutez d'abord ce qu'il veut dire.
Est-ce que c'est une motion d'ordre? Est-ce que c'est une motion de procédure? Mais qu'ils disent et nous allons voir. Le Bénin inaugure alors le modèle des conférences nationales en Afrique. Les décisions de cette rencontre ont non seulement mis fin à la crise généralisée, mais et surtout amorcé les prémices d'un renouveau politique et idéologie au Bénin. Nous sommes en avance par rapport à d'autres et nous ne sommes en avance que parce que nous avons tous été entraînés dans un énorme retard depuis l'installation dans nos différents pays des régimes dictatoriaux que vous connaissez. Je pense que nous sommes dans le sens de l'histoire parce que l'avenir appartient aux peuples qui prennent en main leur destinée. Il faudrait que la conférence définisse clairement quel type de société nous voulons et quel type d'hommes nous voulons avoir au Bénin. Cela est capital. Et qu'ensuite, nous tenions compte d'une prospective, c'est-à-dire projeter sur l'avenir ce que nous voulons faire. Somme toute, 34 ans après, la démocratie béninoise a fait son chemin, même si elle ne semble pas encore mûre dans les pratiques politiciennes à ce jour. L'occasion de cet anniversaire permet de saluer l'excellent travail abattu par les grands acteurs de ces assises nationales de 1990, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous en sortions des décisions qui soient objectivement et réellement démocratiques. La procédure. On est d'accord qu'on poursuive le vote. On poursuit le vote. Lorsque le régime marxiste-léniniste est installé au Bénin, il y avait beaucoup d'argent. Les entrepreneurs avaient de l'argent et ils étaient prêts à investir. Cependant, il faut dire que ce régime a fait peur à beaucoup d'entrepreneurs. Et plusieurs ont préféré, disons, déplacer leurs entreprises en dehors de la frontière parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. D'ailleurs, la suite des événements l'a prouvé. La suite l'a prouvé, puisque finalement, ceux qui sont restés et qui ont voulu, par patriotisme, continuer d'investir, ont vu tous leurs biens confisqués. Les entreprises ont été confisquées, les entrepreneurs ont tout perdu et même aujourd'hui, certains n'ont pas récupéré leurs biens. Donc ils ont eu raison de s'inquiéter. C'est une chance qui est donnée au peuple béninois de s'expliquer, de s'exprimer et de savoir enfin ce qu'il veut pour que le pays aille de l'avant. Jusque-là, beaucoup de Béninois, y compris même les délégués, ne sont pas très rassurés de la manière dont les travaux de la conférence seront exploités. Et alors que chaque jour qui passe, chaque pas qui est posé par le gouvernement prouve quand même la bonne foi du gouvernement. Et en principe, on devrait faire un peu plus confiance à la fois au président de la République et au gouvernement et à la bonne disposition même du PRPB pour que des changements et que le renouveau véritable s'instaure dans notre pays. Et je n'aime pas l'anarchie et je n'aime pas le désordre. Ça c'est réel. Et je n'aime pas l'injustice. Je suis prêt personnellement à défendre les gens jusqu'au bout. Face à l'injustice, je ne l'aime pas. Voyez-vous. Donc on ne peut pas dire que c'est fasciste, c'est ceci et cela. Non. Mais les gens qui nous applaudissaient à l'époque, ils n'avaient pas l'accord de coup. Ils n'avaient pas l'accord de coup. C'était un concept nouveau. Nous avons fait la période et c'est normal. Les peuples aiment ce qui est facile. À l'époque, l'économie était florissante. Aujourd'hui, nous avons des difficultés. C'est même se retourne contre nous. On raconte n'importe quoi sur nous. Donc ça, on doit pouvoir le comprendre. Tout à l'heure, un délégué, un cadre, un haut cadre, qui a occupé des fonctions internationales, disait qu'à l'époque,
On mettait des gens dans des tonneaux avec des tessons de bouteilles. On a fermé le tonneau, les roulait. Et l'homme en hurlant provoque un comportement vis-à-vis des autres prisonniers qui se mettent à parler. J'ai été mis de l'intérieur pendant 5 ans. À aucun moment, on a appliqué cela. Pourquoi il a dit? Pour intoxiquer le peuple? Pour obtenir quoi? Il vaut mieux qu'on soit franc quand on a des faits. Parce qu'il ne peut jamais me citer le nom de quelqu'un qui a subi ce châtiment-là. C'est du mensonge. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une société, malgré notre évolution, une société qui essaie d'évoluer, mais sur le plan mentalité, coutume, c'est une société très conservatrice. Il nous faudra encore beaucoup de temps pour lutter, pour avoir ce que nous voulons. Mais si nous ne commençons pas aujourd'hui, demain, nous n'allons pas évoluer d'un iota. Bon, de cette conférence, nous pensons que nous attendons qu'elle dénoue la crise, surtout la crise scolaire. Parce que il faut dire que ça, comme tout le monde commence pas à en avoir ras-le-bol de voir les enfants à la maison, de voir les enfants dans la rue. Il faut que si déjà, après cette conférence, les enfants peuvent reprendre le chemin de l'école, nous, en tant que mères, nous serons déjà à moitié satisfaites. Je pense que le résultat de cette conférence doit nous amener à ce que les portes des écoles s'ouvrent de nouveau et que les fonctionnaires retournent au bureau afin que la vie et politique, économique de notre pays reprenne. Parce que jusque-là, vraiment, nous avons l'impression que le pays est complètement dans l'obscurité. On ne sait plus si on vit et si vraiment nous sommes à la dérive. Donc, je crois que cette conférence va nous sauver et que nous allons en sortir tous satisfaits. Moi, je dis que d'abord, les gens n'ont qu'à faire très attention en étudiant. Parce que d'abord, pour que ça soit qu'il y ait recevabilité, il faudrait 82 députés. D'abord. Donc, la majorité, c'est-à-dire UPR avec Bloc républicain, ils ont besoin encore d'un député pour que ça soit 82, pour qu'il y ait recevabilité. Maintenant, pour encore pouvoir réviser la Constitution, il leur faudrait encore au moins 6, pour ne pas dire 7. C'est-à-dire pour que ça soit 87. Donc, moi je pense que ça ne serait pas une mince affaire. Parce que pourquoi? Les gens ont déjà remis leur procuration. Ce n'est pas les députés de l'opposition. Et on sait aussi, au sein de la majorité, qu'il y a une majorité confortable au début. On sait que les partisans de Olivier Bokor sont aussi là. Est-ce que le chef de l'État, bien vrai qu'il a dit que lui, il n'est pas pour, mais il va promulguer si on voterait. Cette ruse. Et puis on ne sait pas ce qu'on va encore introduire de plus. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis qu'il faudrait un consensus, sinon un large consensus, pour voter ce budget-là. Au cas contraire, on renvoie et on va au référendum pour un oui ou un non. Je ne suis pas pour cette révision de la Constitution. Parce que si notre Constitution sera révisée, ce serait un sujet de toute la nation. Et la société civile et les partis politiques. Tout le monde doit s'asseoir autour d'une table pour discuter de la question. Les députés, s'ils veulent amener ça au plénière, peut-être ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais pour toucher à notre Constitution de cette manière-là, ce ne sera pas une chose aisée. Le Talon est déjà clair. Il dit qu'il ne veut plus revenir. Mais en quoi maintenant la Constitution, on veut coûte au coûte le faire? C'est là où nous, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Et ça nous donne des inquiétudes. Ils n'ont qu'à pardonner, encore pardon, pour gérer ce pays dans la paix. Nous voulons la paix dans notre pays. Révision, ça sonne mal à l'oreille. Les vrais problèmes sont là. Les vrais problèmes sont là. À chaque élection, il faut toucher au code électoral. Vraiment, le chef de l'État a dit qu'il y a
et désert de compétences, je vois réellement qu'il y a désert de compétences. Si le chef de l'État a dit ça, maintenant je vois que réellement il y a désert de compétences. Sinon, il devait en tout cas élaborer ça proprement en 2019. On ne devrait pas venir au code encore en 2024. Donc c'est une erreur de leur part. Ils n'ont qu'à laisser ce code intact et nous irons aux élections avec. Les députés qui sont là, au moment opportun, ils vont parrainer les candidats, les futurs candidats. La Cour va dire quelque chose, non? Ils vont parrainer. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Ça ne les honore pas. La monnaie nigériane a atteint un niveau historiquement bas. Lundi, le naira nigérian a chuté sur les marchés officiels et officieux et les actions ont enregistré leur plus forte baisse en une journée depuis plus d'un an. La monnaie est tombée à 1712 unités pour $1 en fin de journée sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché officieux après avoir prolongé ses pertes. Un effondrement qui inquiète les investisseurs qui ont vendu des actifs locaux. Cet événement intervient alors que le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars qui pousse la monnaie à baisser, bien que le gouverneur de la Banque centrale, Olayemi Cardoso, ait déclaré que les quantités de liquidités en devises étrangères s'amélioraient. Cette dernière chute de la monnaie et des marchés boursiers intervient après que des données ont montré jeudi que le taux d'inflation du pays s'était encore accéléré en janvier. Il avait atteint près de 30% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. L'annonce est tombée comme un coup près pour le pouvoir. Après le vote le 5 février dernier du report de la présidentielle par l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a rejeté la décision jeudi. La juridiction a jugé la loi, je cite, « contraire à la Constitution », au grand bonheur des candidats de l'opposition qui l'avaient saisi à travers un recours. Mais si elle a accueilli avec beaucoup de satisfaction le rejet de la loi, l'opposition n'a pas obtenu le maintien de la présidentielle au 25 février prochain. Les juges ont en effet évoqué l'impossibilité de tenir l'élection à cette date. Ils demandent néanmoins aux autorités de l'organiser dans les plus brefs délais, provoquant quelques réactions mitigées. Il convient de rappeler que la décision du Conseil constitutionnel intervient quelques heures après la libération de quelques prisonniers considérés comme des prisonniers politiques. Il s'agit entre autres de membres de mouvements citoyens, mais également des partisans de l'ex-parti PASTEF d'Ousmane Sonko. L'opposant qui, selon les dernières informations, serait en négociation avec le pouvoir en vue d'une éventuelle libération pour apaiser quelque peu la tension qui règne actuellement dans le pays. Je suis Wahani Johnson Sambou, correspondant au Sénégal pour Africa News. Les États-Unis ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié samedi, le département d'État américain a condamné l'aggravation de la violence et a appelé le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour de Saké et de Goma. Il a demandé au Rwanda de retirer immédiatement tout son personnel militaire de la RDC et de retirer ses systèmes de missiles surface-air. Ces commentaires ont provoqué une réaction brutale de Kigali. Pour son ministère des Affaires étrangères, la déclaration américaine déforme la réalité et le Rwanda se réserve le droit de se défendre contre les actions de la RDC dans la région qui, selon lui, menacent la sécurité rwandaise. Kigali a également exprimé sa profonde inquiétude face à ce qu'il appelle l'abandon des processus de paix régionaux et a déclaré que la communauté internationale était indifférente au renforcement militaire spectaculaire de la RDC. Cette déclaration intervient dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est de la RDC au cours des dernières semaines, avec des affrontements entre les rebelles du M23, les forces armées et les groupes d'autodéfense qui les soutiennent. Des centaines de milliers de personnes ont été forcées de fuir, dont un grand nombre à Goma, alors que le M23 avance sur la ville. Raila Odinga a annoncé sa candidature à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le chef de l'opposition et ancien Premier ministre kényan s'est adressé aux médias à Nairobi.
Le leader d'Azimio, Umoja, a officiellement déclaré qu'il était prêt à occuper le poste de président de la Commission de l'Union africaine, après avoir été haut représentant de l'UA pour le développement des infrastructures en Afrique entre 2018 et l'année dernière. Préoccupé par le phénomène de la fuite des cerveaux, M. Odinga a exprimé son mécontentement face au sort des jeunes Africains contraints de chercher des opportunités à l'étranger en raison des conditions économiques difficiles. Il s'est engagé à tirer parti de son leadership pour transformer le destin de l'Afrique et faire du continent une puissance économique. Accompagné de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a approuvé sa candidature, Raila Odinga compte sur ses réseaux au sein de l'organisation continentale. La succession de Moussa Faki Mahamat était au cœur des échanges lors du 37e sommet de l'institution achevé ce week-end. Le second mandat du Tchadien à la tête de la Commission de l'Union africaine arrivant à son terme à la fin de l'année. Le président de la Commission de l'Union africaine est le chef de l'exécutif et le représentant légal de l'UA. Le pape François lance un nouvel appel à la paix en Afrique. Le chef de l'Église catholique s'est exprimé dimanche à l'occasion de la traditionnelle prière de l'Angélus. Il a demandé aux fidèles de ne pas oublier le conflit au Soudan qui a plongé le pays dans le chaos en avril dernier. 10 mois se sont écoulés depuis le début du conflit armé au Soudan qui a provoqué une situation humanitaire très grave. J'appelle à nouveau les belligérants à mettre fin à cette guerre qui fait tant de mal à la population et à l'avenir du pays. Prions que les voies de la paix soient rapidement trouvées afin de construire l'avenir de ce cher Soudan. La guerre au Soudan a fait au moins 12 000 morts et contraint 1,5 million de personnes à se réfugier dans les pays voisins. Le souverain pontife a également demandé des prières pour le Mozambique. La violence contre les populations sans défense, la destruction des infrastructures, l'insécurité sévissent à nouveau dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, où ces derniers jours, la mission catholique de Notre-Dame d'Afrique à Mazézé a également été incendiée. Prions pour que la paix revienne dans cette région tourmentée. Les conflits sur le continent ont été au centre des préoccupations des dirigeants africains lors du 37e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche. Le lancement du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063 a marqué le début d'une nouvelle décennie d'efforts visant à concrétiser la vision d'une Afrique prospère et pacifique.